Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les autres revues de presse et les autres vidéos de ma chaîne. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali pour la revue de presse de l'UPR de la semaine du 15 au 21 octobre 2018. À la une cette semaine, l'Église orthodoxe russe rompt ses liens avec le patriarcat de Constantinople. L'Église orthodoxe russe a décidé de mettre un terme à ses relations avec le patriarcat de Constantinople, après que celui-ci a décidé de reconnaître en Ukraine une église autocéphale, indépendante du patriarcat de Moscou. Source RT France, 15 octobre. Un schisme religieux de cette ampleur n'arrive pas tous les jours, et celui-ci a une cause éminemment politique. Le coup d'État ukrainien du Maïdan, orchestré par Washington, aura réussi non seulement à plonger l'Ukraine dans la guerre civile, mais aussi à créer un schisme majeur au sein de l'Église orthodoxe. Diviser pour régner, une devise encore et toujours appliquée par les États-Unis, et par ailleurs très bien expliquée dans Le Grand Échiquier, écrit par feu le stratège auprès de la Maison-Blanche, Zbigniew Brzezinski. France! Je suis pas content! Pas de défilé militaire pour l'armistice du 11 novembre. Macron ne veut pas froisser l'Allemagne. Emmanuel Macron a décidé de ne pas faire parader l'armée pour commémorer la victoire française lors de la Première Guerre mondiale. L'Élysée redoute une expression trop militaire. Alors qu'il était lui-même en train de se déguiser en soldat au 14 juillet et de se déguiser en soldat de l'armée de l'air aussi. Bref, qui se déroulerait sous les yeux de Angela Merkel. Si les armées organisent leur propre cérémonie aux Invalides pour rendre hommage aux militaires français, le président de la République ne sera pas présent, précise l'Élysée. Source Marianne, 21 octobre. D'une pierre trois coups. Premièrement, Macron refuse de commémorer dignement le sacrifice du million de morts pour la France de la Première Guerre mondiale. Deuxièmement, Macron se vautre une nouvelle fois devant l'Allemagne, qui n'en demandait sans doute pas tant. Et troisièmement, Macron humilie une nouvelle fois l'armée. Chapeau l'artiste. Et l'Américain Palpatine... I'm looking forward to completing your training. In time you will call me Master. Non. Et l'Américain Palatire a désormais un rival Made in France. Un groupe de 22 entreprises françaises propose dès à présent une offre commerciale qui permet de répondre aux enjeux du renseignement et du traitement massif des données. Source La Tribune, 16 octobre. C'est une très bonne nouvelle qui nous montre la voie à suivre. Récupérer la souveraineté sur nos données stratégiques pour assurer notre sécurité et sur les données de nos citoyens pour garantir le respect de leur vie privée, tout en rétablissant le secret des correspondances. Il faut espérer que nos services stratégiques pourront se passer rapidement des entreprises américaines. Blanquefort. Bruno Le Maire met la pression SIC sur Ford. Aux grandes dames du ministre de l'économie, le constructeur américain privilégie la fermeture du site, qui emploie 850 salariés, plutôt qu'une reprise par le belge Punch Powerglide. Source Les Échos, 15 octobre. Une pression qu'on imagine épouvantable et absolument insupportable. La direction de Ford est-elle morte de peur ou morte de rire? Car elle sait pertinemment que les déclarations de Bruno Le Maire, si elle prend connaissance de ces déclarations, ne servent qu'à faire diversion et à apaiser la colère des salariés. Bruno Le Maire n'a en réalité aucun moyen de pression. Il a les mains liées par les traités européens, qui, en vertu de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, interdit le contrôle des mouvements de capitaux et donc les délocalisations.
L'avenir des 850 salariés du site Ford de Blanquefort s'inscrit toujours en pointillé. Et si le journal Le Monde passait sous pavillon tchèque, Daniel Kretinsky devrait prendre une grosse part du capital du Monde, en rachetant 40 à 49% des participations de Mathieu Pigasse. Source Challenge, 18 octobre. La presse française est en pleine restructuration. Après Russia Today, qui a apporté une voix différente de la pensée dominante occidentale, après Marianne, passée en main tchèque, voici que Le Monde pourrait passer sous forte influence tchèque également. Cela va-t-il profiter à la qualité de l'information ? Avec son décodex et ses articles souvent peu objectifs, Le Monde est devenu aujourd'hui bien plus un organe de formatage de la pensée liée à l'oligarchie européiste qu'une référence journalistique indépendante et objective. On notera cependant qu'il est quand même triste et incongru que le premier journal de référence français ait bientôt pour premier actionnaire un milliardaire tchèque. Les journalistes Alexis Poulain et Jacques Cotta quittent le média. L'UPR salue le professionnalisme et l'ouverture d'esprit de ces deux journalistes qui en 2017 avaient permis à François Asselineau d'exprimer son point de vue dans une interview et dans une émission de débat sur le média. Source UPR, 16 octobre. Compte de campagne. Sofia Chirikou, la chère communicante de Jean-Luc Mélenchon. Chikirou, elle est pas grande, mais elle est vaillante. Prestataire incontournable de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, Mediascope est au centre des scoops de l'enquête préliminaire qui vise l'entourage du candidat. L'agence de communication a facturé pour près de 1,2 million d'euros de prestations, soit 11% du budget total de la campagne. Situation inhabituelle, Mediascope employait une dizaine de membres du staff du candidat. Source France Info, 20 octobre. Le doute est permis sur les comptes de campagne du candidat Mélenchon, et c'est une des raisons de la perquisition récente de la France insoumise. Si l'on raisonne selon un principe d'égalité républicaine, quand les médias vont-ils s'intéresser aux zones troubles du financement de la campagne de Macron, à commencer par l'affaire Havas France? Pour d'autres précisions sur ce qui est reproché à Sofia Chirikou et au compte de campagne de Mélenchon, lire Boursorama, France, la communicante de la France insoumise, Sofia Chirikou, entendue par la police. 80 km/h sur route quand le doute s'installe. Le rebond de la mortalité routière en septembre ne va pas exactement dans le sens souhaité par Édouard Philippe et sa réforme de 80 km/h qui peine à s'imposer. Source Le Point, 18 octobre. Rappelez-vous, alors que la France abaisse la limitation à 80 km/h pour réduire les accidents, le Danemark l'a fait passer de 80 à 90 km/h pour la même raison. Les faits semblent montrer, pour l'instant, l'inefficacité au minimum et les risques au maximum amenés par cette mesure. Une chose par contre est sûre, ce qui est profondément modifié, ce sont les rentrées fiscales en raison de l'explosion du nombre de flashs de radars, ou comment introduire une nouvelle taxe cachée pour mieux remplir les objectifs de réduction de la dette imposés par le pacte budgétaire européen. France, au portefeuille. Bonjour tout le monde. Taxe d'habitation. La majorité présidentielle lance une campagne de dénigrement contre les maires. Le gouvernement avait annoncé que dès cette année, la taxe d'habitation allait diminuer pour 80% des Français, avec dès 2018 une diminution de 30% pour 22 millions de foyers. Or, un certain nombre de contribuables ont constaté, en recevant leur avis, que leur taxe d'habitation avait stagné, voire augmenté. La République En Marche a lancé une campagne de dénigrement contre les maires ayant augmenté la taxe, alors que ces maires cherchent juste à faire fonctionner les services publics dans leur commune.
malgré les baisses importantes de dotation de l'État. Source Maire Info, 12 octobre. La présidence de la République, par l'intermédiaire de LRM, affiche ouvertement son mépris des maires, qui sont les élus préférés des Français et représentent pour eux un lien démocratique de premier ordre. Pourtant, l'échelon communal est amené à disparaître à terme pour être fondu dans des ensembles intercommunaux plus lointains et moins démocratiques. Revoir à ce sujet la conférence sur les eurorégions. Eh oui. La carte grise pour les vélos bientôt obligatoire. La dernière version du projet de loi d'orientation des mobilités ne fait pas l'impasse sur les vélos. Le texte s'inspire du plan vélo qui proposait un marquage d'identification des bicyclettes avec un certificat de propriété, équivalent à une carte grise. Sur ce BFM TV, 17 octobre. Une nouvelle piste pour de futures taxes et verbalisations. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où la bicyclette est depuis des décennies un symbole de joie de vivre, de liberté et d'insouciance, ce projet de carte grise pour les vélos constitue un nouveau pas contre la liberté individuelle et vers l'instauration d'une surveillance généralisée de la société. À quand une carte grise sur les patins à roulettes, les skis, les palmes et tubas et les chaussures de ville? Ah ça. Heureusement, moi j'ai plus de vélo. Le mien, il a atterri à la déchetterie et de toute manière, il était rouillé. Je préfère marcher à pied. Une arnaque fiscale de 17 milliards environ pour la France dans le cadre de l'Union européenne. L'arnaque consiste à acheter et à revendre des actions autour du jour de versement du dividende, si vite que l'administration fiscale n'identifie plus le véritable propriétaire. Le Monde et 18 autres médias européens ont démonté le mécanisme de cette fraude inventée par les financiers qui ont opéré en bande organisée dans 11 États européens qu'ils ont volé en toute impunité depuis 15 ans pour une somme de 55 milliards d'euros. Aïe! Source La Tribune, 18 octobre. La libre circulation des capitaux, article 63 du TFUE, a permis cette escroquerie monumentale, opérée tout en douceur. Bien entendu, plutôt que de pointer ces fraudes fiscales massives, permises par la libre circulation des mouvements de capitaux imposés par l'UE, les Européens préfèrent incriminer le prétendu poids excessif des services publics dans l'impossibilité pour l'État d'avoir un budget en équilibre. Bah voyons, hein? Puis après on augmente des taxes derrière, n'importe quoi. France, service public en péril. 357 sportifs adressent une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Ces 357 sportifs, donc 19 champions olympiques, se sont adressés au président de la République pour s'élever contre la réduction du budget des sports et certaines suppressions d'emplois. Source Le Figaro, 18 octobre. Le sport, son enseignement et sa pratique sont essentiels pour la vitalité et la cohésion de la nation. Au-delà des champions, en effet, ce sont des milliers de fédérations qui animent des activités dans toute la France pour différents publics, notamment les jeunes, les seniors et les handicapés. L'austérité imposée par les Gopé nous oblige à abandonner ce précieux lien social. Hélas. L'ENA, menacée de banqueroute, affiche 2,8 millions d'euros de déficit. L'École nationale d'administration pourrait faire faillite d'ici 4 ans, a révélé le Parisien ce dimanche 14 octobre. L'État lui a imposé de grossir sans vraiment revaloriser la subvention qu'il lui verse. Analyse le journal. Source Ouest France, 15 octobre. L'ENA, aussi décriée qu'elle puisse être par certains, est une grande école de la nation qui forme les futurs hauts fonctionnaires pour les grands corps d'État. Sa disparition serait un grave coup porté à la France et à la qualité de son administration. La SNCF cède plusieurs milliers de logements. La SNCF, deuxième propriétaire foncier français après l'État, a engagé la mise en vente de sa participation majoritaire de 80% dans la société financière Vesta. Source L'Essentiel, 12 octobre.
La SNCF avait expliqué en avril, par la voix de son président Guillaume Pépi, qu'elle allait vendre les actifs immobiliers afin de financer des investissements. Naturellement, ce sont des fonds étrangers qui sont principalement sur les rangs. Pôle emploi s'inspire de The Voice pour ses recrutements. Au moins 8 agences auraient fait passer des entretiens d'embauche sur le mode du célèbre télécrochet. Des agents de Pôle emploi s'en sont émus. La direction de l'institution ne voit pas le problème. Tu vois pas le problème. Ah bah voyons, tu humilies les gens, mais à part ça, tu vois pas le problème. Source Capital, 17 octobre. Nouvelle étape de la culpabilisation des chômeurs, avec rire et paillettes. De qui se moque-t-on? Rappelons que le chômage de masse est une conséquence directe de notre appartenance à l'UE et à l'euro. Nos concitoyens demandeurs d'emploi méritent mieux que ces traitements méprisants. Non, décrocher un prix dans The Voice et décrocher un travail pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille, ce n'est pas la même chose. France, nouveau gouvernement, déjà en perdition. Les sénateurs LREM quittent l'hémicycle, Christophe Castaner hué. À la fin des questions d'actualité du Sénat, les sénateurs LR ont décidé de quitter l'hémicycle, sidérés par la réponse de Christophe Castaner sur la mort d'un adolescent au lilas ce week-end. Source publique Sénat, 16 octobre. Le nouveau ministre fait déjà l'unanimité contre lui. Parler de nouveaux moyens mis en œuvre alors que tous les fonctionnaires de terrain connaissent des difficultés liées à l'austérité. C'est en effet le moyen le plus sûr de se faire des ennemis. Il est con. Désolé. Quand la nouvelle secrétaire d'État à l'écologie défendait l'huile de palme. Aïe! Il y a 3 mois, Emmanuelle Wargon, qui était encore directrice générale des affaires publiques de Danone, défendait l'utilisation de l'huile de palme pour les laits infantiles. Les écologistes montent au créneau. Source Le Figaro, 17 octobre. Le gouvernement ne semble pas vraiment être sensible au principe de non-contradiction. Tel semble être l'effet pervers du « en même temps ». À défaut d'être un tant soit peu cohérent, voire d'avoir un minimum de décence, pourrait-il essayer de ne pas nous prendre pour des imbéciles? Didier Guillaume demande de faire la preuve des conséquences des pesticides sur la santé. Le nouveau ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, s'est attiré les foudres d'ONG et des écologistes en déclarant que les scientifiques devaient faire la preuve que l'usage de pesticides avait des conséquences sur la santé. La loi dispose au contraire que c'est au producteur de pesticides de prouver que son produit n'a pas d'effet sur la santé. Source Le Monde, 19 octobre. Un début sacrément prometteur pour ce nouveau ministre qui apparaît d'emblée comme l'homme des lobbies et qui ignore la loi. Macron, naïf comme un lapin de 6 semaines, peut-il défendre sérieusement les intérêts de la France? L'inénarrable Benalla vient de faire parler de lui. Il a déclaré à la presse au sujet de la ravageuse photo prise à Saint-Martin, représentant Macron rayonnant de bonheur, coincé entre 2 repris de justice. Avec moi, la photo n'aurait jamais pu être prise. Les mecs n'auraient pas pu toucher le président, et le selfie, je l'aurais évité. Il s'est fait avoir comme un lapin de 6 semaines. Source UPR, 19 octobre. Il se fout la gueule des kills. C'est là, il aurait mis une bague à tout le monde, ça aurait été réglé. Je sais pas. Ah non, je jure. Quel con celui-là. Bref. Des députés LRM font défection et rejoignent un nouveau groupe à l'Assemblée. Un 8e groupe parlementaire a fait son apparition mercredi à l'Assemblée nationale. Parmi les 16 députés qui le composent, 2 ont préféré ce groupe au banc de LRM. Source BFM TV, 17 octobre. Le poisson pourrit par la tête. L'ambiance est tellement crépusculaire à la tête de l'État que non seulement il devient dur de trouver des ministres pour monter à bord du Titanic, mais qu'aussi des parlementaires commencent à reprendre leur indépendance vis-à-vis du groupe de la majorité. Glou, 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 glou. Il y a une rame qui coule. Italie. Matteo Salvini à Sputnik. Nous devons créer une nouvelle Europe.
En visite à Moscou, le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a une nouvelle fois critiqué les sanctions occidentales visant la Russie et a commenté à Sputnik les résultats des législatives régionales en Bavière, pointant que les partis restés pendant des décennies au pouvoir connaissent une vague de revers. Source Sputnik, 17 octobre. Une nouvelle Europe, c'est le cri de ralliement de tous les altéro-européistes. En France, c'est le credo du FN, de la France Insoumise, de Debout la France, des Républicains, du Parti Socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, etc. Notons bien d'ailleurs qu'à l'intérieur de chaque pays, chaque parti altéro-européiste a son propre projet d'autre Europe, différent de celui du voisin. En Grèce, c'était Syriza qui promettait une autre Europe, avec des résultats que l'on sait. Sortons de 40 ans de mensonges. Une autre Europe n'est pas possible, car elle requiert l'accord de tous les pays membres de l'Union européenne, d'après l'article 48 du traité sur l'Union européenne. Seule est possible une sortie de l'Union européenne, comme le font avec courage les Britanniques, et comme le prône l'UPR pour la France depuis 11 ans. Les Italiens et les Tchèques sont les moins favorables à rester dans l'Union européenne. Seuls 44% des Italiens voteraient pour rester dans l'Union européenne si un référendum était organisé demain, selon un sondage Eurobaromètre non publié, mais qui a circulé dans les médias. L'Italie et la République tchèque, avec 47%, sont les deux seuls pays sans majorité pour rester dans l'Union européenne. Le sondage affirme également que 53% des Britanniques voteraient maintenant pour rester dans l'Union européenne. Source EU Observer, 17 octobre, en anglais. Pourquoi pose-t-on toujours aux peuples européens la question de savoir s'ils veulent approfondir la construction européenne, mais jamais, à l'exception du Royaume-Uni, s'ils souhaitent sortir de l'Union européenne? Le 18 février 2018, Macron a avoué, au micro de la BBC, que si un référendum avait lieu en France, les Français décideraient très probablement de sortir de l'Union européenne. Jean-Claude Juncker ne peut accepter le budget italien. Le président de la Commission européenne a déclaré aux médias italiens qu'il ne pouvait accepter les dépenses supplémentaires budgétées par le gouvernement italien, par peur de se faire insulter par les autres États membres. Source Euractiv, 19 octobre. Le TSCG impose ses règles drastiques sur les États membres de l'Union européenne. La seule façon légale et sereine d'éviter ces contrôles est de sortir de l'Union européenne. Et je rappelle que ce contrôle des budgets par la Commission européenne, qui est non élue, est contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dit, dans son article 14, « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quantité, l'assiette, le recouvrement et la durée. » Et puisque la Commission européenne est nommée et non pas élue, elle n'est pas une représentante des citoyens français, à aucun niveau et à aucun moyen, et d'aucune sorte. L'agence Moody's dégrade la note de l'Italie et le gouvernement se déchire. Le budget 2019, présenté lundi à Bruxelles, prévoit un déficit de 2,4%. Les deux hommes forts au pouvoir, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, ne parviennent pas à s'accorder sur une politique économique. Source Le Monde, 20 octobre. La pression se renforce sur le gouvernement italien, qui semble ne pas avoir de stratégie claire. Vouloir mener une politique économique indépendante, tout en restant dans l'Union européenne, est une impasse. Notons aussi encore une fois la scandaleuse ingérence d'agences privées dans les affaires des États. Qui détient Moody's et décide de la vie ou de la mort budgétaire des grandes nations comme l'Italie? Présentation du budget italien par le Premier ministre Giuseppe Conte, entouré de Luigi Di Maio à gauche
et de Matteo Salvini à droite, à Rome le 15 octobre. Asie, c'est pour Lucie, et ça rime. En Inde, Visa, Mastercard et American Express sont désormais hors la loi. Les 3 géants américains de la carte bancaire, malgré un lobbying intensif, n'ont pas pu se conformer à temps à la nouvelle législation indienne très stricte sur la souveraineté des données. Ils pourraient se voir infliger des amendes. Ces mesures protectionnistes visent à favoriser l'émergence de start-up locales sur un marché en pleine croissance. Source Les Échos, 16 octobre. Tout comme les États-Unis de Trump, les grands pays émergents ont recours à un protectionnisme ciblé pour défendre leurs intérêts économiques stratégiques et s'assurer une place dans le monde de demain. Seule l'Union européenne accepte un libre-échange sans limite par idéologie. Et oui, il y en a qui sont plus intelligents que l'Union européenne. Et protectionniste ne veut pas dire forcément se replier sur soi. La Corée du Nord sera assise sur une mine d'or de 3 000 milliards d'euros. Avec la détente de la péninsule, Séoul s'intéresse de nouveau aux fabuleuses ressources minérales du sous-sol nord-coréen. Mais Pékin a déjà tissé sa toile. Source Les Échos, 12 octobre. Cette chasse aux richesses minières pourrait expliquer en partie le rapprochement voulu par Trump. Il s'agit de faire des affaires, mais la Chine risque d'être la première bénéficiaire. Oh là là, il y a du rififi. François Asselineau a été reçu à Tokyo par M. Banri Kaïeda. Il s'était agi d'un entretien très détendu et cordial avec un ancien ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie, député du Parti constitutionnel démocratique et vice-président du groupe d'amitié franco-japonaise à la Chambre des députés. Source UPR, 15 octobre. Tokyo, le 15 octobre 2018, François Asselineau et Banri Kaïeda posent devant une grande calligraphie peinte par M. Kaïeda lui-même, qui reprend les 17 articles de la première constitution japonaise. Rien que ça. Monde. Washington annonce son retrait d'un accord nucléaire avec Moscou. Donald Trump a annoncé samedi 20 octobre que les États-Unis allaient se retirer d'un traité sur les armes nucléaires conclu avec la Russie pendant la guerre froide, accusant Moscou de le violer pendant de nombreuses années. Les autorités russes ont en retour accusé Washington de saper les bases de ce traité depuis longtemps. Washington bloque aussi toute négociation pour une extension du traité New START sur les missiles stratégiques, qui arrive à expiration en 2021 et que Moscou cherche à prolonger. Source Libération, 21 octobre. Un nouveau pas est franchi dans la décomposition de l'architecture de sécurité mise en place pendant la période de la détente, lors de la guerre froide. Les États-Unis imposent à nouveau une rhétorique de confrontation entre les deux premières puissances nucléaires du monde. Le Burkina Faso désormais sur la carte du djihadisme. 3 attentats d'ampleur perpétrés à Ouagadougou, des attaques dans le nord du pays et désormais dans l'est. Le Burkina est devenu la cible régulière des islamistes armés. Source Le Monde, 18 octobre. Le Burkina Faso est confronté à un voisinage instable et au défi de restructuration de son appareil sécuritaire, après la révolution de 2014. Le gouvernement est contraint de surmonter certaines réticences et de solliciter un appui militaire de la France avec l'opération Barkhane. Le pays n'aurait-il pas été plus sûr si Cameron et Sarkozy n'avaient pas détruit la Libye de Kadhafi ? Point d'interrogation. C'est la vie, quand amener des djihadistes en Libye fait plutôt rire Fabius. Le chef de la diplomatie russe est revenu sur les propos insolites tenus par Laurent Fabius en 2013, qui sollicitait un appui contre les terroristes au Mali. Vous allez réprimer les activités des gens que vous avez armés en Libye, lui a rétorqué Sergueï Lavrov, qui rappelle la réponse de Fabius. Il a ri et il a dit « C'est la vie ». Source Sputnik, 19 octobre. Ces confidences du ministre russe permettent de mesurer le degré à peine croyable d'irresponsabilité du chef de la diplomatie française de l'époque,
qui en vient à rire de sa propre incohérence stratégique. Aujourd'hui, Fabius est parti, mais il est le chef du Conseil constitutionnel. Mais l'incohérence demeure. Peut-être cela fait-il rire Macron et Le Drian. L'heure d'hiver. L'Union européenne a décidé de se mêler de ce qui la regarde pas et de faire un référendum sur le changement d'heure. Évidemment, quand c'est des pétitions sur des vrais sujets, comme sur l'écologie ou sur l'économie, là par contre, les pétitions, ils vont direct à la poubelle, mais là, un référendum sans importance et un référendum où de toute façon ils avaient déjà que ce serait oui, puisqu'il y a eu 84% de oui, là, c'est bon, les citoyens européens peuvent donner leur avis. Et donc, il y a eu 84% de oui, mais évidemment, maintenant c'est chaque pays qui devait décider s'il veut prendre l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Et donc, toujours de l'incohérence. Je rappelle que normalement en France, on devrait être sur l'heure de la Grande-Bretagne par rapport au soleil, et non pas sur l'heure de l'Allemagne. Et que si on est sur l'heure de l'Allemagne, c'est à cause de l'occupation et du point Godwin. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut! Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Bye. Et désolé pour ma voix et pour la qualité, j'ai un peu pâti parce que je suis encore un peu enrhumée. Voilà, désolé pour la voix, j'ai été un peu malade. On a tous été un peu malades, tous les trois. Et c'est moi qui ai pris qui était la plus malade après mon fils. Voilà. Désolé pour ma voix un peu fatiguée. Mais ça c'est rien, j'ai été complètement à fond, donc là ça va.